Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français, en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, dernière nouvelle concernant l'incident entre l'Iran et les États-Unis. Les gardes révolutionnaires iraniens ont annoncé il y a quelques heures à la télévision d'État iranienne la libération de 10 marins américains qui avaient été arrêtés la veille. L'Iran avait arrêté mardi les marins de 2 embarcations de la marine américaine qui s'étaient égarés dans les eaux territoriales iraniennes quelques jours seulement avant l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire conclu entre Téhéran et les grandes puissances mondiales. L'armée américaine a indiqué aujourd'hui que rien n'indiquait que les marins avaient été maltraités durant leur détention. Les autorités turques ont arrêté des ressortissants russes suspectés d'avoir des liens avec le groupe État islamique. L'agence de presse turque Dogan annonce que la police a saisi des documents et des CD durant une perquisition dans les locaux des suspects. Le consulat général de Russie à Antalya a confirmé les arrestations qui ont lieu mercredi après un attentat suicide qui a, pour rappel, tué 10 touristes à Istanbul. Et en marge, le Premier ministre turc annonce que toutes les victimes de l'attaque de mardi sur un site touristique populaire d'Istanbul sont des étrangers. Le gouvernement précise que l'assaillant est entré récemment en Turquie depuis la Syrie et qu'il était lié au groupe État islamique. Nathalie Carnet de CCTV nous en dit plus. Istanbul est la dernière ville turque à être frappée par le terrorisme. L'assaillant est parvenu à s'introduire dans un groupe de touristes composé de 33 citoyens allemands qui visitaient l'obélisque de Théodosius sur la place Sultanahmet, proche de la Mosquée Bleue. Aux alentours de 10h20 heure locale, il s'est fait sauter, tuant 10 personnes et en blessant 15 autres. La police est parvenue à identifier l'assaillant. Il s'agit de Nabil Fadli, 28 ans, syrien d'origine et né en Arabie Saoudite. Le gouvernement pense qu'il était membre de l'organisation terroriste État islamique, aussi appelée Daesh. Nous ne reculerons pas dans notre combat contre Daesh. Notre résolution à lutter contre toutes les organisations terroristes reste intacte. L'une des sources principales du terrorisme aujourd'hui, c'est le conflit en Syrie. La Turquie est l'un des pays les plus affectés par cette situation. Des ambulances se sont rapidement dirigées vers le lieu de l'attaque, tandis que la police récupérait les enregistrements des caméras de surveillance et que les enquêteurs parcouraient la zone à la recherche de preuves. De nombreux commerces du district très peuplé de Sultanahmet ont témoigné avoir senti le sol trembler suite à l'explosion. Nous étions ici lorsque soudain il y a eu une grosse explosion. Le sol a tremblé et les gens ont commencé à courir. De la fumée montait dans le ciel. La police nous a dit qu'il y avait de nombreux blessés et ils nous ont demandé de ne pas traverser la route. C'est arrivé près d'un groupe de touristes. Cela va lourdement affecter le tourisme. La saison n'a pas encore commencé et déjà des réservations ont été annulées. C'est très mauvais. Il y a eu l'explosion et les gens se sont mis à crier et à courir. Certains sont tombés par terre. Non. Puis la police est venue, les ambulances également. C'était la panique générale, les femmes criaient. Les gens couraient en direction de leurs hôtels. Après l'explosion, l'Allemagne et le Danemark ont demandé à leurs ressortissants d'éviter les zones touristiques bondées de la ville. Pendant ce temps, la police antiterroriste a arrêté 24 membres présumés du groupe État islamique dans le sud-est du pays. Malgré des centaines d'arrestations, la Turquie a été critiquée de ne pas en faire assez pour stopper l'organisation terroriste tout en combattant férocement les séparatistes kurdes. C'est avec une attention prudente qu'un semblant de normalité est revenu dans ce centre touristique habituellement très vivant. La communauté internationale a fermement condamné les attaques de mardi, comme elle l'a fait suite aux attaques d'Ankara l'an dernier et de Suruk, qui ont fait plus de 130 morts. Alors que la Turquie continue de combattre le terrorisme sur plusieurs fronts, les citoyens, eux, paient le prix fort, et ce jusqu'à ce que les touristes reviennent en Turquie, mais cela pourrait prendre un certain temps. En Syrie, des associations humanitaires font pression pour faire évacuer des centaines d'habitants mourant de faim de la ville assiégée de Madaya. Les Nations Unies affirment que beaucoup d'entre eux mourront si les barrages ne sont pas levés. Des discussions ont eu lieu mardi dans le but de faire évacuer 400 personnes de Madaya.
Des dizaines de personnes seraient déjà mortes de faim dans la ville. Des camions chargés d'aide humanitaire ont pu entrer dans la ville la première fois depuis 4 mois. De la nourriture et des médicaments ont été distribués. Un autre convoi est attendu dans les jours à venir. Plus de 40 000 personnes sont prises au piège dans cette localité encerclée par les forces du gouvernement syrien. Des années de violence, de conflits et de guerre ont mis en péril l'économie syrienne, mais menacent aussi le patrimoine culturel du pays. De nombreux artisans syriens ont été obligés de cesser leur activité par manque de main-d'œuvre. Plus d'informations dans ce reportage. Dans son petit atelier, Mohamed Abdallah parfait délicatement un cadre en bois avant de l'incruster de nacre. La marqueterie consiste à incruster dans le bois des coquillages, de l'os ou de l'ivoire. Cela lui a pris une décennie pour perfectionner cet art avant que la guerre éclate en Syrie. Cet homme de 43 ans a été obligé d'abandonner son vaste atelier à la périphérie de la ville après le début des combats. Auparavant, mon atelier était d'une surface de 150 mètres carrés et j'avais de 17 à 20 personnes qui travaillaient pour moi. Mais j'ai dû déménager pour un espace plus petit, à 20 mètres carrés, et je n'emploie maintenant que 2 personnes. Depuis le début du conflit en 2011, plus de 260 000 personnes ont été tuées et des millions ont dû fuir. La marqueterie est menacée par un conflit qui a de graves conséquences sur l'artisanat d'art traditionnel, de la décoration de meubles en bois au fameux tissu brocart syrien. Je n'ai aucune idée de ce qui est devenu de mon usine qui se situe dans la zone d'affrontement et que j'ai hérité de mon grand-père. Dans mon magasin, il ne me reste plus qu'une petite quantité de tissu et je me demande ce que je vais faire quand mon stock s'épuisera. Les motifs artisanaux étaient populaires parmi les touristes et leur vente générait 12% du PIB syrien avant la guerre. Le brocart grouillait de visiteurs qui découvraient les tissus faits à la main. Malgré les difficultés rencontrées, le propriétaire continue de travailler dur. Contrairement à certains de mes collègues qui ont fermé leur atelier, je travaille toujours parce que j'exporte mes produits en Europe. C'est mon seul moyen de survie et d'exercer ma profession. Les experts estiment que la Syrie comptait près de 57 000 artisans enregistrés et non enregistrés en 2009. À la fin de 2015, entre 70 et 80% d'entre eux ont abandonné leur métier. Et cette chute drastique jette une ombre sur le patrimoine culturel syrien. L'élection d'Ali Abdellal à la présidence du Parlement égyptien ne s'est pas faite sans mal. La désorganisation et les tensions entre les nouveaux députés étaient apparentes durant cette première session. Ali Abdellal est depuis samedi le président du Parlement de l'Égypte. Cet ancien professeur de droit constitutionnel a passé l'essentiel de sa carrière à l'étranger. Pendant près de 20 ans, il a été conseiller au Palais Royal du Koweït. Il est revenu il y a quelques années pour devenir l'un des auteurs de la Constitution de 2014. Pour de nombreux politiciens, sa désignation est un mystère. Choisir Ali Abdellal en tant que président est étrange. Dans le monde politique, ce n'est pas juste un inconnu, il n'a jamais existé. Il était le candidat d'une coalition de députés indépendants intitulée Soutenir l'État et connu pour son soutien au président El-Sisi. 3 jours ont passé et le Parlement n'a toujours pas commencé à discuter des quelques 340 décrets de loi en attente. Un article constitutionnel oblige le Parlement à les passer en revue au cours des 15 premiers jours. Malheureusement, tant le président élu que le président de transition ont abusé de leur pouvoir législatif et émis un grand nombre de lois. Passer en revue de manière correcte ces 340 lois via les procédures législatives pourrait prendre 10 ans. Celui qui a écrit la Constitution n'a jamais pensé que le président pourrait approuver plus que quelques lois urgentes. Et là où le bât blesse, c'est que plusieurs de ces lois sont controversées. Les députés ne doivent pas simplement les approuver ou les rejeter, mais les modifier afin de les rendre plus en phase avec les souhaits de la population.
Nous prévoyons que les lois sur le terrorisme, sur les manifestations, sur le service civil, sur l'investissement, que toutes ces lois suscitent énormément de controverses au sein du Parlement. Et nous espérons que les députés qui ont été récemment élus agissent au nom des intérêts du peuple égyptien et ne reçoivent pas d'ordre du gouvernement ou du président. Les premières sessions du Parlement, diffusées en direct à la télévision, ont été une déception. Un travail énorme attend les députés qui ont peu de temps pour le mener à bien. Et leur performance durant la session inaugurale a suscité le scepticisme quant à leur capacité à respecter leur première échéance et à éviter un conflit constitutionnel. C'est la première fois depuis 77 ans que le Mexique ouvre son marché du pétrole aux investisseurs étrangers et privés. Ceux-ci doivent cependant se méfier des problèmes récurrents que sont l'extorsion et le vol de pétrole. C'est l'un des endroits les plus prometteurs de la planète en matière de prospection pétrolière. Mais celle-ci peut se révéler des plus dangereuses et suscite donc des inquiétudes. Le Mexique ouvre pour la première fois depuis 77 ans son industrie pétrolière aux investissements étrangers et privés. Reste à savoir si les investisseurs internationaux sont prêts à prendre des risques pour travailler dans ce pays. Des entreprises canadiennes et néerlandaises ont été les premières à décrocher des contrats onshore dans l'est du Mexique au début du mois de janvier. Mais ce privilège s'accompagne de certains risques. Cette région du Mexique est réputée pour être l'une des plus dangereuses au monde à cause du trafic de drogue qui y sévit. Depuis quelques années, l'industrie pétrolière est régulièrement prise pour cible. Les extorsions et les enlèvements y sont monnaie courante et l'arrivée d'entreprises étrangères dans cette zone pourrait inciter les entreprises criminelles à s'intéresser de plus près aux gisements pétroliers. Il est extrêmement compliqué d'empêcher les trafiquants de drogue et autres criminels d'interagir avec ces compagnies. En général, ils passent un accord avec elles et les entreprises étrangères peuvent paniquer parce qu'elles n'ont jamais eu à traiter avec le crime organisé jusqu'à ici. En dépit d'une production pétrolière en déclin depuis une dizaine d'années, le Mexique est toujours le 10e plus grand producteur de pétrole au monde. Et certaines zones sont encore inexploitées. Les entreprises étrangères estiment que ces champs pétrolifères vierges contiennent l'équivalent de 100 milliards de barils. Mais ce ne sont pas les menaces d'enlèvement ou d'extorsion dont doivent se soucier le plus les compagnies étrangères. C'est du vol de pétrole. Le gouvernement mexicain a révélé qu'1 milliard de dollars de brut avait été siphonné par des criminels en 2015, soit une hausse de 43% par rapport à 2014. Certaines entreprises canadiennes vont souffrir. Il sera trop dangereux et trop coûteux pour elles de rester dans ces zones où sévit le crime organisé. Les mafieux réclament de très fortes sommes et les entreprises vont ressentir une énorme pression. Elles savent qu'on va leur demander de plus en plus d'argent. Prenant sérieusement en compte ces problèmes de vol de pétrole et d'extorsion pour les compagnies étrangères, le gouvernement du président mexicain Enrique Peña Nieto a promis de protéger leurs intérêts. Il a lancé une force de sécurité fédérale qui a combattu efficacement les extorqueurs, mais cela ne sera sans doute pas suffisant, les entreprises embauchant elles-mêmes leurs propres agents de sécurité. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition dédiée à l'actualité chinoise. La Chine va baisser le prix du gasoil et du diesel à partir de jeudi pour répercuter la baisse des prix du pétrole. La Commission nationale pour le développement et la réforme a annoncé mercredi que le prix du gasoil allait baisser de 140 yuan la tonne et le diesel de 135 yuan la tonne. La CNDR avait suspendu 2 propositions de réajustement des prix pour améliorer le mécanisme de fixation des prix introduit en 2013. La Chine prévoit de construire des nouvelles zones de commerce électronique transfrontalière pour stimuler un commerce extérieur en berne. Établie en mars, la zone pilote transfrontalière de Hangzhou était la première du genre. Les responsables parlent de succès et espèrent transposer l'expérience dans tout le pays. Voici un des entrepôts de NetEase Kaola dans la zone pilote transfrontalière de Hangzhou. Des milliers de produits arrivent de l'étranger et y attendent d'être transportés vers les consommateurs chinois. Avec l'aide des mesures innovantes offertes par la zone, l'entreprise dit que ses affaires ont connu un fort succès ces derniers mois.
Ici à Rangzhou, nous bénéficions de services de douane 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui améliore beaucoup notre efficacité. Au lieu d'avoir à contacter les différents départements des douanes, de l'inspection et de la quarantaine, les entreprises n'ont qu'une seule manipulation à faire en ligne. Les transactions électroniques transfrontalières de Hangzhou ont connu une croissance exponentielle en seulement un an. Le chiffre d'affaires était de moins de 20 millions de dollars en 2014 et il a explosé pour atteindre 3 milliards en novembre 2015. Ce succès a aussi bénéficié aux autres entreprises de la région. Nous fournissons des services de logistique. Avec la forte croissance du secteur de la logistique, notre capacité est passée de 1300 commandes par mois à 1 million par mois. Et les membres du personnel sont aussi passés de quelques dizaines à 7000. Afin de construire une chaîne industrielle et écologique, les différents départements gouvernementaux échangent un flux d'informations et améliorent ainsi leur efficacité opérationnelle. Depuis le mois de mars dernier, les douanes de Rangzhou se sont coordonnées avec d'autres départements du gouvernement, émettant 15 politiques préférentielles de soutien au commerce électronique transfrontalier. Cette expérience et ces mesures peuvent servir de référence aux futures zones pilotes. Le ministère chinois du commerce a précisé que plus de 200 000 entreprises faisaient du commerce électronique transfrontalier en Chine via plus de 5 000 plateformes de e-commerce. Le très attendu Disneyland de Shanghai va ouvrir le 16 juin. Disney a annoncé mardi que le parc, qui a coûté 5,5 milliards de dollars, comportera toutes les attractions possibles, du célèbre château qui sera le plus haut de tous les parcs Disney à un hôtel cinéma Toy Story où passera la comédie musicale Le Roi Lion en chinois. Disney a également précisé que le parc reflétait la culture chinoise. La construction du parc a débuté en 2011. Il s'agit d'une co-entreprise entre Disney et le groupe public Shanghai Shendi. Le parc pourra rapporter plus de 3 milliards de dollars chaque année à Shanghai et compter pour 1% du PIB de la municipalité. Une série de reliques déterrées dans la région du Guangzhou est exposée dans le site du musée du mausolée de l'empereur Qin Shi Huang. Se trouve parmi les objets exposés une carte datant de la période des royaumes combattants, il y a près de 2400 ans. Cette carte est à présent au centre de l'attention. Reportage. La carte historique présentée est une réplique d'une carte royale des cérémonies de la période des royaumes combattants. La relique originale a été déterrée des ruines de Matiayuan dans la province du Gansu dans le nord-ouest de la Chine. Les archéologues utilisent une ancienne forme d'art et de matériel pour restaurer la relique. La carte est décorée de bijoux extrêmement luxueux. Elle a donc été nommée première carte de luxe de l'ancienne Chine. Cette carte vieille de plusieurs siècles pose cependant des problèmes de restauration. Les archéologues utilisent la technologie moderne du design industriel et les compétences de modelage numérique pour restaurer la carte. La partie en bois de la carte s'est décomposée et a disparu. Il nous est donc très difficile de restaurer la carte. On se base sur les informations existantes et on utilise des déductions et des inférences logiques pour obtenir un résultat scientifique. C'est la première fois que la technologie de design industriel est appliquée dans la restauration de reliques. La carte était utilisée par le peuple Xinlong qui habitait à l'intérieur et aux alentours de l'ancien roi Xia lors de la période des royaumes combattants. Une tragédie datant de plus de 3000 ans permet d'offrir aux archéologues d'aujourd'hui une vision inédite de l'âge de bronze britannique. Ils appellent cela l'effet Pompée. Même le dernier repas des malheureuses victimes de l'incendie peut être déterminé. Reportage. Cette installation de grande maison circulaire en bois construite sur pilotis s'est effondrée lors d'un incendie il y a près de 1000 ans avant Jésus-Christ. La raison pour laquelle ces maisons sont restées intactes est que les structures enflammées se sont effondrées dans la rivière et ont été préservées dans des limons. Nous voici au Royaume-Uni creusant une structure qui semble presque intacte. Les toits, les sols et les intérieurs sont toujours là. En tant qu'archéologue travaillant sur la période préhistorique au Royaume-Uni,
c'est quelque chose que je ne pensais jamais dire. C'est la raison pour laquelle c'est si important. Mais leur malheur est notre bonheur, dans un sens, car c'est l'effet Pompéi. Cela nous permet de connaître leur contenu, leurs marchandises et tout ce qui a été préservé. On a retrouvé à près de 2 mètres sous la surface du sol du site de Whittlesey en Angleterre centrale des perles de verre qui faisaient partie d'un collier, des beaux vêtements tissés, des outils, des petites coupes rares, des pots, des bols et des vases. Certains bols contenaient encore de la nourriture. Nous avons retrouvé 29 vases complets, ce qui est très excitant pour des archéologues. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'on a retrouvé de la nourriture dans ces vases. Cette nourriture est en fait les restes du repas qu'ils étaient en train de manger lorsque le feu a pris, ce qui est un phénomène rare, pas seulement en Grande-Bretagne, mais en Europe aussi. Le site est tellement bien préservé que l'on a même retrouvé les empreintes de pas des habitants. Je pense que cela sera perçu comme l'un des points tournants de l'archéologie britannique. Une fois que tous les objets trouvés seront catalogués et propres, ils seront exposés au public. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 1h30 pour l'Afrique Info. Excellente suite de programme.